Bonsoir à tous, nous allons pouvoir commencer ce nouveau numéro de l'Académie de la cheville. Nous sommes ravis de vous accueillir encore ce soir, vous êtes très nombreux, ça nous fait très plaisir. Je vais très rapidement passer la parole à notre invité Brice Picot, simplement juste en introduction pour vous rappeler ce qu'est l'Académie de la cheville. C'est donc un ensemble de formations en ligne destinées aux professionnels de la prise en charge des pathologies de la cheville. Ces formations sont dispensées par des experts dans le domaine, que ce soit des biomécaniciens, des médecins, chirurgiens, ou comme ce soir kinésithérapeutes. Ces gens-là, ils ont tous en commun d'être impliqués au quotidien dans la recherche et la thérapie des pathologies de la cheville. Ce soir donc, c'est Brice Picot, kiné du sport, membre de la SFMKS, kiné aussi qui intervient à la Fédération de hand, qui va nous parler donc de l'anatomie et de la biomécanique de l'arrière-pied et de l'implication que ça a dans le contexte de l'entorse de cheville. Donc, je vais tout de suite lui passer la parole. Simplement, sachez que vous avez sur votre écran, en bas et à droite, un petit onglet questions. Donc n'hésitez pas tout au long de sa présentation à poser toutes les questions que vous voulez. On ne va pas y répondre en direct pour ne pas perturber la présentation. Par contre, à la fin de la demi-heure de présentation, on prendra le temps de répondre au maximum de questions. Donc voilà, je laisse la parole à Brice. Bien, merci, bonsoir à tous, merci d'être là, effectivement toujours nombreux au rendez-vous. Donc ce soir, on va parler d'anatomie et de biomécanique de l'arrière-pied, et notamment donc des implications que ça a dans le contexte des entorses de cheville. Alors, premièrement, c'est l'anatomie et la biomécanique de l'arrière-pied, c'est quelque chose qui est assez compliqué, assez complexe pour plusieurs raisons. Déjà, on est dans un système où on a un segment qui est à l'horizontale, à savoir le pied et la cheville, et puis un segment qui est vertical, le segment crural avec le tibia et la fibula. Donc forcément, cette implication, cette intrication des articulations pose problème. On a beaucoup d'articulations qui vont rentrer en jeu dans cette structure. On va avoir une problématique de nomenclature, on le verra. Alors, je ne parle même pas d'ancienne nomenclature et de nouvelle nomenclature, mais simplement des petites variations d'un système à l'autre. Par exemple, la littérature américaine utilise le terme d'inversion pour parler de supination. Donc si on lit des articles en anglais, on est confronté déjà à cette problématique-là. Il y a beaucoup de variations anatomiques, comme au niveau de l'extrémité du membre supérieur, on en verra quelques-unes. On est sur un système qui fonctionne de temps en temps en chaîne cinétique fermée quand le membre est porteur, et ensuite il passe en chaîne cinétique ouverte quand le membre devient oscillant. Donc forcément, c'est complexe par rapport à ça. Et puis, voilà, il y a une implication des articulations qui fonctionne dans les 3 dimensions, ce qui fait que visuellement, c'est compliqué de se représenter ce qui se passe. Et j'aime bien l'introduction de Paul Klein sur le chapitre de la biomécanique de l'arrière-pied, qui dit que finalement, c'est plus facile à l'heure actuelle de faire marcher les gens sur la Lune que d'arriver à comprendre comment ils se tiennent et comment ils marchent sur leurs 2 pieds. Donc on va essayer d'y aller petit à petit, on va reprendre des choses que je pense que vous connaissez aussi bien que moi, puis on va aller vérifier quelques petits points, et surtout aller cibler des choses qui pourront nous servir quand on a des problématiques d'entorse de la cheville. Alors premier point, la cheville c'est pas une articulation, mais en fait on va parler de 5 articulations. La première articulation, elle n'est pas du tout visible sur schéma, puisqu'elle est en fait anatomiquement située au niveau du genou. C'est l'articulation tibiofibulaire supérieure, qu'on verra juste après, qui a un rôle important. Deuxième structure qui est bien décrite, c'est la fameuse reine de la cheville, hein, comme disait Farabeuf, c'est la tibiotarsienne, ou la talocrurale, qui là est bien décrite depuis longtemps. Donc il y a pas mal de points qui sont très connus, on passera sur quelques points importants, mais quelque chose qui est bien décrit. Troisième point, et peut-être une articulation qui est essentielle, qui n'est pas assez bien décrite à mon avis, qui a longtemps été ignorée, ou en tout cas qui a été considérée comme immobile, c'est cette fameuse tibiofibulaire inférieure qui est représentée en vert sur le schéma là, que vous avez sur votre droite. Un premier dilemme, en tout cas un premier point au niveau de la nomenclature, c'est l'articulation sous-talienne ou talocalcanéenne ou subtalaire. En fonction des auteurs et des ouvrages d'anatomie, il y a certains auteurs qui considèrent que la sous-talienne comporte en fait la partie postérieure et antérieure de l'articulation entre le talus et le calcaneus. Pour certains autres auteurs, la sous-talienne, elle comporte que la partie postérieure, puisqu'ils considèrent que la partie antérieure est reliée à l'articulation transverse du tarse ou l'articulation de Chopard, notamment entre
le talus et le naviculaire, donc il considère que la soutalienne c'est uniquement la partie postérieure. On verra ça tout à l'heure aussi. Et la dernière articulation, qui est en fait constituée de deux articulations, c'est l'articulation transverse du tarse ou articulation de Chopard, avec une articulation qui est donc talonaviculaire et une articulation qui est calcanéo-cuboïdienne sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler ce soir en termes d'anatomie et de biomécanique. Alors première articulation, je le disais tout à l'heure, c'est l'articulation tibiofibulaire supérieure. Alors anatomiquement, elle est située au niveau du genou, mais mécaniquement, biomécaniquement, elle est plutôt liée à ce qui se passe au niveau de la cheville, on le comprendra un petit peu plus tard. Alors premièrement, c'est une articulation, une articulation vraie, puisque c'est une arthrodie, une articulation plane, qui présente une capsule articulaire, qui est dans la plupart des cas qui est propre à cette articulation. Dans certains cas, elle est reliée à l'articulation commune qu'on a au niveau du genou, mais dans la plupart des cas, elle est propre à cette articulation. Cette capsule articulaire est spécifique de la tibiofibulaire supérieure. C'est une articulation donc, qui est recouverte de cartilage et qui présente un système ligamentaire, un double système ligamentaire, avec un ligament tibiofibulaire supérieur et antérieur et un tibiofibulaire supérieur et postérieur. Le compartiment postérieur est beaucoup moins rigide que le compartiment antérieur, probablement pour limiter les chocs, en tout cas pour stabiliser sur des chocs antérieurs. On le voit sur des contacts sportifs avec des impacts sur la partie antérieure du genou. Donc le ligament tibiofibulaire supérieur et antérieur est beaucoup plus résistant que le compartiment postérieur. Vous avez schématisé sur le schéma en bas là une fibre ligamentaire rouge, la flèche ici, et vous notez tout de suite qu'elle est orientée en bas et latéralement, et on verra que cette orientation en bas et latéralement, on la retrouve sur l'ensemble de l'axe tibiofibulaire, ce qui va jouer un rôle mécanique très important dans la stabilité de la cheville. On en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà cette première articulation, elle autorise, on le verra, des mouvements entre le tibia et la fibula, notamment des mouvements de rotation sur elle-même, des mouvements de glissement puisque c'est une arthrodie. Deuxième articulation qu'on va décrire, on va passer peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur cette articulation, c'est l'articulation tibiofibulaire inférieure, qui pour le coup n'est pas une articulation vraie, puisqu'elle n'a pas de cartilage entre les deux zones osseuses, elle n'a pas non plus de capsule articulaire propre, on a uniquement un petit diverticule synovial, un plica ou un repli synovial qui provient de l'articulation, enfin de la capsule pardon, de la talocrurale. Cette articulation tibiofibulaire inférieure, c'est donc une syndesmose, considérée comme presque immobile, mais le presque il est extrêmement important, on en parlera un petit peu plus tard, avec des mouvements de la fibula par rapport au tibia qui va conditionner la stabilité de l'arrière-pied. Donc on regarde le système ligamentaire. Ce système ligamentaire, pour le coup, il est complètement différent du système ligamentaire de la tibiofibulaire supérieure, puisque, on va le voir, les structures antérieures, pour le coup, sont beaucoup moins rigides que les structures postérieures, avec les ligaments tibiofibulaires postérieurs qu'on va voir juste après. Premier point anatomique qu'on va mettre en avant, encore une fois, l'orientation en bas et latéralement des fibres ligamentaires du ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur. Sur l'image que vous avez en bas à gauche, donc si vous êtes intéressé par les études ligamentaires et articulaires plus généralement de la cheville, je vous invite à aller jeter un œil sur cette publication de Golano, qui est extrêmement bien faite et qui décrit les principales structures qu'on va revoir ensemble ce soir. Il se trouve qu'on a une première variation anatomique qui est le ligament de Bassett, qui est un ligament qui est inconstant, qui est présent chez 40% des gens en moyenne, qui est situé sous la partie inférieure du ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur, qui est donc un renfort ligamentaire. Ce renfort ligamentaire, il a la particularité d'être intracapsulaire, donc on ne peut pas l'individualiser sur une IRM. Par contre, il est important puisque si j'ai des flexions répétées au niveau de la talocrurale, je vais avoir une possible hypertrophie de ce ligament qui va créer un conflit au niveau de la partie antéro-supérieure et surtout latérale de cette articulation talocrurale. Donc ce ligament va s'hypertrophier et générer des douleurs par conflit au niveau de cette zone-là, qui pourrait être confondue avec d'autres symptomatiques comme une entorse de cheville. Donc c'est un ligament qui est important à connaître parce qu'il peut poser problème à ce niveau-là. Donc première variation anatomique.
Au niveau postérieur, je vous le disais tout à l'heure, les structures postérieures sont beaucoup plus denses, beaucoup plus rigides que le compartiment antérieur. Le premier ligament qu'on va détailler, c'est le ligament tibiofibulaire inférieur et postérieur, qui est en fait constitué de deux faisceaux, un faisceau superficiel que vous avez schématisé en vert clair ici, et un faisceau profond qui est un petit peu plus inférieur. Là encore, pour certains auteurs, le faisceau profond, c'est une entité ligamentaire propre, que vous verrez peut-être appeler le ligament transverse. Pour la plupart des auteurs, c'est pourtant le faisceau profond de ce ligament tibiofibulaire inférieur et postérieur. Donc un premier double système ligamentaire. Et je vous invite encore une fois à jeter un œil à l'orientation en bas et latéralement des fibres ligamentaires. Donc double système postérieur sur lequel on va rajouter une troisième structure importante. Donc vous avez représenté ici, toujours sur une vue postérieure, la membrane interosseuse, avec les fibres, encore une fois, orientées en bas et latéralement. Cette membrane interosseuse, elle est renforcée dans plus de 90% des cas par un ligament interosseux, qui est schématisé ici en vert sur la représentation anatomique. Et puis, une structure qui est inconstante, assez rare, dans 40% des cas, c'est le ligament intermalléolaire postérieur, que vous avez schématisé ici en vert clair. Ce ligament intermalléolaire postérieur, il vient créer un frein postérieur à la subluxation du talus, notamment sur des réceptions sur l'avant-pied. Le talus a tendance à reculer. Eh bien, la présence de ce ligament intermalléolaire postérieur, qui est décrit par pas mal d'auteurs comme étant une sorte de bourrelet, un ménisque. D'ailleurs, on décrit souvent des lésions de ce ligament intermalléolaire postérieur qui pourraient s'apparenter à des lésions méniscales au niveau du genou. C'est une structure qui est tout à fait comparable et qui vient empêcher le recul postérieur de ce talus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la structure postérieure, les éléments ligamentaires postérieurs sont très résistants, probablement pour empêcher un recul postérieur. Ce qui explique que, en termes de pathologie traumatique, on ait très peu d'atteintes de la tibiofibulaire au niveau postérieur. Une atteinte du ligament tibiofibulaire postérieur, c'est rare. Par contre, une atteinte du ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur, c'est relativement fréquent. Pour ceux qui suivent le handball, justement, on a eu un cas il y a quelques jours avec Luka Karabatic. C'est encore une fois sur la partie antérieure qu'on a une fragilité. Et puis pour renforcer ce que je suis en train de vous dire, on a également un renfort osseux avec ce qu'on appelait avant la troisième malléole de Desto, qui est en fait la partie postérieure du pilon tibial, qui est beaucoup plus inférieure, qui descend plus bas que la partie antérieure, là encore, pour empêcher un recul postérieur du talus. Donc l'objectif de ces structures postérieures, c'est ça, c'est de stabiliser le talus et l'empêcher de reculer. Une autre articulation, donc là pour le coup qui est bien décrite, c'est la fameuse talocrurale ou tibiotalienne. Je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus. Quelques points à noter. Alors la présence d'une crête mousse que vous avez sur le schéma en bas, là, schématisé par la flèche rouge, qui est orientée en bas et latéralement. Et puis sur le schéma du haut, juste noter la présence de la malléole latérale, la malléole fibulaire, qui vient caler le talus pour former la fameuse pince bimalléolaire et former une sorte de cran d'arrêt pour empêcher la bascule du talus. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis ces deux malléoles latérales, la latérale qui est fibulaire et la médiale qui est tibiale, qui va avoir un rôle de poulie de réflexion sur l'ensemble des tendons qui sont autour de cette articulation. Hop là, pardon. Pour répondre à ce système donc, de tibia-fibula, on a un os clé qui est le talus, que vous connaissez bien. Ce talus, c'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. J'ai quelques petits points à noter. Le premier, c'est la trochlée du talus, ou le dôme du talus, donc qui est la partie en contact avec la face inférieure du tibia et la fibula. Ce dôme du talus, ou cette trochlée, est plus large en avant qu'en arrière. La partie antérieure est plus large, la partie en arrière postérieure est plus fine, ce qui fait que sur une flexion ou une extension de la talocrurale, on va placer plus ou moins d'espace au niveau du dôme du talus, qui va créer une instabilité, notamment en extension. On reverra ça tout à l'heure, puisqu'en extension, la partie postérieure du talus se place dans la pince bimalléolaire, ce qui va générer une instabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la gorge qui est située sur la face supérieure du dôme du talus. Cette gorge, elle répond à la crête mousse qu'on avait vue ensemble, qui est orientée en avant et latéralement. Donc le dôme du talus, même l'ensemble de la trochlée du talus est orienté en avant et latéralement, alors que le corps du talus,
est orienté strictement en avant. Ce qui fait que c'est un os qui est vrillé sur lui-même, donc en termes de cicatrisation et de reconstruction chirurgicale, on a toujours des problèmes à ce niveau-là. C'est un os qui est compliqué, qui cicatrise mal, qui est mal vascularisé, en partie à cause de cette vrille sur lui-même. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le trait rouge que vous avez schématisé sur le schéma du haut et sur le schéma du bas. La partie latérale du talus, notamment sa partie postérieure de la gorge du talus, qui va répondre à la malléole fibulaire, eh bien, elle est concave, elle est oblique en tout cas, de manière à ce que, quelle que soit la position de flexion-extension de la cheville, on ait toujours un contact proche, voire permanent, entre la fibula et le dôme du talus. Ce qui permet sur des réceptions et sur des contraintes de saut notamment, de transmettre directement une partie, alors on dit environ 20% des contraintes qui montent dans la fibula et le reste dans le tibia. Il faut imaginer que si on perd ce contact, par exemple sur une atteinte de la tibiofibulaire inférieure, qu'on a vu juste avant, il va y avoir un écartement, ce qu'on appelle un diastasis. Cet écartement va se ressentir au niveau du contact entre la fibula et le tibia, et donc on va avoir une perte de transmission des contraintes. Donc toutes les contraintes vont passer par le tibia, et on va avoir une surcharge de contraintes, ce qui peut conduire à des phénomènes de périostose, voire de fracture de fatigue. Donc cette importance de contact entre les deux là, elle permet d'amortir les contraintes qui se transmettent au niveau du tibia. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau du talus. Maintenant, on va s'intéresser aux structures ligamentaires de cette articulation talocrurale ou tibiotalienne, avec le compartiment médial. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'il a peu d'intérêt dans les entorses de cheville, qui concernent principalement le compartiment latéral, mais il y a deux, trois points à voir. Encore une fois, un problème de nomenclature. Ce ligament collatéral médial, il est constitué de deux faisceaux, un faisceau profond et un faisceau superficiel. Pour certains auteurs, le faisceau superficiel s'appelle le ligament deltoïde. Pour d'autres auteurs, c'est l'ensemble du ligament collatéral médial qui s'appelle le ligament deltoïde. En général, on considère que c'est plutôt le faisceau superficiel parce qu'il a une forme de deltoïde, mais pour certains auteurs, c'est l'ensemble, encore une fois, du ligament qui s'appelle comme ça. Le faisceau profond, il est intracapsulaire, avec deux faisceaux en fait, un tibiotalien antérieur et un tibiotalien postérieur que vous voyez sur le schéma du dessous en violet, là, le numéro 4, qui correspond donc à la partie postérieure de ce faisceau profond. Et puis le faisceau superficiel qui lui aussi est souvent mal décrit, qui présente plusieurs faisceaux en fait, un faisceau antérieur en bleu, qui est le ligament ou le faisceau tibio-naviculaire, puisqu'il se termine sur le naviculaire, un faisceau jaune, ici représenté, qu'on appelle le ligament ou le faisceau tibio-spring, puisqu'il se termine sur le spring ligament ou ligament ressort. En fait, c'est une particularité anatomique parce qu'un ligament qui se termine sur un autre ligament, il n'y a pas beaucoup de zones anatomiques où on retrouve ça, donc c'est une particularité. Et ce spring ligament ou ligament ressort, c'est en fait la partie supéromédiale du ligament qui est calcanéo-naviculaire plantaire et qui va maintenir l'arche, la voûte plantaire. Donc si on a une atteinte de ces structures-là, avec notamment une lésion du spring ligament, on va avoir un risque d'affaissement de la voûte plantaire et donc une instabilité potentielle de l'arrière-pied. Et puis le dernier faisceau superficiel, c'est le tibiocalcanéen en rouge ici, qui se termine sur le sustentaculum tali, que vous avez représenté sur cette face médiale de calcanéus. Donc voilà pour le ligament collatéral médial, on ne va pas aller beaucoup plus loin là-dessus. On va passer par contre un petit peu plus de temps sur le compartiment latéral, collatéral latéral ou collatéral fibulaire, puisque c'est le ligament qui est le plus souvent touché dans les entorses de cheville, avec trois faisceaux principaux. On verra que là aussi il y a des variations anatomiques. Plus je vais aller sur la partie postérieure de ce ligament, plus les structures vont se densifier. Là encore, la résistance du compartiment postérieur est plus importante que la résistance du compartiment antérieur, ce qui explique en partie pourquoi on a moins d'atteinte du talus fibulaire postérieur que du talus fibulaire antérieur. Alors, trois faisceaux, je l'ai dit. Le premier faisceau, c'est le faisceau talofibulaire antérieur. Ce ligament talofibulaire antérieur, il est en fait, dans la plupart des cas, bifasciculé. Alors Netter l'avait très bien représenté, on le voit sur le schéma ici. Il présente deux fascicules dans la majorité des cas. Il peut être trifasciculé, c'est pas rare non plus. Et le moins souvent, il est monofasciculé. Ce qui explique que le diagnostic d'atteinte, en tout cas la classification en stade des entorses de cheville, peut poser problème parce que si on est sur un ligament qui est plurifasciculé,
une atteinte partielle du ligament n'aura pas le même impact qu'une atteinte complète d'un ligament monofasciculé. Deuxième structure importante, c'est le faisceau moyen, qui s'appelle le ligament calcanéo-fibulaire. Alors lui, il est souvent décrit et palpé comme étant strictement vertical. Eh bien c'est faux, c'est un ligament qui est oblique, en bas latéralement et surtout postérieur, donc qui part en bas en arrière et latéralement, qu'on voit bien ici dessiné. Pardon. Et le troisième faisceau, c'est le faisceau postérieur, qui lui est souvent décrit comme étant oblique, alors que c'est faux, il est quasiment horizontal, c'est le faisceau talofibulaire postérieur. Je vous ai mis une autre variation anatomique qui est relativement fréquente, puisqu'elle concerne 40% des gens. C'est un ligament particulier qui s'appelle le ligament de Bessel-Hagen, qui est plus postérieur que le calcanéo-fibulaire. C'est donc un ligament qui part de la pointe de la fibula, qui descend et qui se termine sur le calcanéus, en arrière de l'insertion du ligament calcanéo-fibulaire, et qui est important puisqu'il peut être touché lui aussi, et surtout il peut nous faire penser à une lésion du rétinaculum supérieur des fibulaires. Donc c'est bien de l'avoir en tête, il n'est pas rare et il faut le connaître. Donc sur cette vue antérieure, on retrouve les principaux éléments qu'on vient de décrire, avec l'articulation entre le tibia et la fibula, et le ligament tibio-fibulaire inférieur et antérieur, son renfort ligamentaire, le ligament de Basset. Je vous ai dit, on imagine très bien qu'il peut s'hypertrophier sur cette image-là. Le compartiment médial avec un faisceau profond et un faisceau superficiel. Et sur le compartiment latéral, bien mis en évidence ici, le faisceau antérieur, donc qui est talofibulaire antérieur, et on voit très bien ici qu'il est bifasciculé, ce qui correspond à la majorité des gens. On va maintenant parler d'une articulation qui est complexe pour plein de raisons. J'ai évoqué le fait que pour certains auteurs, elle comporte deux parties ou une partie. C'est donc la talocalcanéenne, la subtalaire ou la subtalienne. Cette articulation, en fait, entre le talus en haut et le calcanéus en bas, se fait en deux parties, une partie postérieure et une partie antérieure. Entre les deux articulations, on a la présence de sinus du tarse, qui a un rôle fondamental, puisqu'en fait, c'est la zone de pivot de cette articulation. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Si on essaye de faire simple, la partie postérieure peut être décrite comme une trochoïde, qui va donc autoriser un seul mouvement de liberté, un seul degré de liberté, tandis que la partie antérieure serait plutôt une arthrodie. Sauf que si on considère, et c'est le cas, qu'elle est liée à l'articulation talonaviculaire, elle forme une articulation ellipsoïde qui va donner un mouvement beaucoup plus complexe. Et les mouvements du calcanéus sous le talus se font dans les trois dimensions, ce qui complexifie en tout cas la capacité de se visualiser ce mouvement dans les trois dimensions. Ce qui me paraît le plus juste, alors même si forcément c'est un peu approximatif, c'est d'écrire le mouvement du calcanéus sous le talus comme un bateau, qu'on voit très bien schématisé en dessous. Il a possibilité de se déplacer dans les trois plans de l'espace, il est capable de se coucher, il est capable de faire un mouvement de rotation, ou être capable de monter et de descendre, donc de faire de la flexion-extension, on verra ça un petit peu plus tard. Donc ayez en tête cette bascule tridimensionnelle du calcanéus sous le talus. Et on va maintenant rajouter les éléments ligamentaires. Donc deux éléments qui sont très connus, c'est les ligaments interosseux, talocalcanéens interosseux, qu'on appelle aussi des ligaments haies, qui se situent dans le sinus du tarse, deux ligaments qu'on voit ici sur le schéma de droite. Ces ligaments sont donc très importants parce qu'ils sont situés au cœur du point de pivot entre le talus et le calcanéus. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'auteurs qui considèrent qu'ils ont un rôle qui est tout à fait comparable aux ligaments croisés que vous avez au niveau du genou, puisqu'ils vont avoir un rôle de pivot. On essaiera de comprendre ça tout à l'heure quand on parlera de l'axe de Henke. Ce qui explique que si on a une atteinte de ces ligaments, en tout cas une dysfonction au niveau du sinus du tarse, encore une fois la stabilité et en tout cas la biomécanique de l'arrière-pied est modifiée. Et puis, un ligament qui est peu souvent décrit, en tout cas rarement décrit, puisqu'il a longtemps été confondu comme étant un élément, il a longtemps été confondu avec la partie antérieure du ligament talocalcanéen interosseux, c'est le ligament cervical, qui a pour nom complet le ligament talocalcanéen antérolatéral. Ce ligament cervical, il est fondamental à avoir en tête, en tout cas dans la prise en charge des entorses de cheville, puisque c'est la première structure qui va se mettre en tension
dans une situation d'inversion. Or, les entorses de cheville, elles se passent pour la plupart des cas en inversion forcée, et donc c'est la première structure qui est susceptible d'être touchée, ce qui explique qu'on ait des lésions associées à ce niveau-là. Donc c'est un ligament qu'il faut avoir en tête, qui n'est pas souvent décrit, et qui est important d'aller palper, vérifier en cas de suspicion d'entorse de cheville. Un petit détour par le système musculaire. Alors c'est pareil, je ne vais pas m'étendre énormément, il y a des choses qu'on connaît bien. On va insister sur la loge latérale, puisqu'on verra que c'est la structure principale de stabilisation, en tout cas de protection contre les entorses de cheville, avec deux muscles très bien décrits. Le long fibulaire, qui va... Alors juste un petit point, le long fibulaire va passer dans le rétinaculum supérieur et inférieur, comme le court fibulaire, et il va venir plonger sous la voûte plantaire pour se terminer sur le compartiment médial, au niveau du premier cunéiforme principalement. Le point à noter, c'est qu'au moment où le long fibulaire bascule et passe sous la voûte plantaire, il n'est pas rare d'avoir un os sésamoïde qui est contenu dans le tendon du long fibulaire, qu'on appelle l'os péronéum en général. Et sur des entorses de cheville assez violentes, on peut avoir une atteinte de cette structure-là, donc du tendon du long fibulaire, au niveau de sa bascule, donc sous le cuboïde, on a une gouttière sous-cuboïdale, à ce niveau-là, d'une atteinte de ce ligament, de ce tendon du long fibulaire, avec une lésion possible de l'os sésamoïde. Le court fibulaire, il se termine sur la base du 5e méta, il est un petit peu plus antérieur que le long fibulaire, et il va être important, mais ça on le reverra dans un prochain webinaire, à aller vérifier, puisqu'il s'attache sur le 5e méta, et on peut avoir une lésion du 5e méta, avec notamment un arrachement osseux par contraction importante du court fibulaire. Petite parenthèse, ce court fibulaire est aussi lié à un 3e fibulaire, qui s'appelle le 3e fibulaire, qui est présent chez la plupart des gens, c'est pour ça que Netter l'a représenté. Ce 3e fibulaire, il s'insère lui aussi sur le 5e méta, et c'est le vrai seul éverseur. C'est-à-dire que c'est le seul muscle qui a une composante qui permet de créer de l'éversion, donc de lutter à 100% contre une inversion forcée. Ce muscle-là est inconstant, mais pas rare. Et puis un dernier muscle qui est très rarement décrit, c'est le 4e fibulaire. Il est rarement décrit parce qu'il est très rare, il ne concerne que 10 à 20% des gens. Alors pour faire très simple, il se situe un petit peu en arrière du long et du court fibulaire, et il va se terminer sur l'éminence rétrotrochléaire qui se situe en arrière de la trochlée des fibulaires. Et sur une publication de Bornéal, des auteurs français d'ailleurs, on voit très bien sur une IRM l'arrivée de ce 4e fibulaire qui se termine, en l'occurrence ici, il n'a pas de tendon terminal, c'est uniquement un muscle qui va se terminer sur l'éminence rétrotrochléaire. C'est un muscle qui n'a pas une fonction extrêmement importante, et il sert souvent de prélèvement pour des ligamentoplasties notamment. Donc c'est un muscle qui est fonctionnellement pas très important. La seule petite chose qu'il faut noter, c'est que s'il passe dans le rétinaculum supérieur, il risque de créer une surpression avec un risque potentiel de lésion supplémentaire au niveau du rétinaculum supérieur. Mais en termes de fonction, il n'a pas un rôle extrêmement important, mais c'est bien de le connaître. Et puis je fais un autre petit crochet par l'innervation, le système nerveux qui va s'intéresser à la capsule de l'atalocrurale. La partie antéro-supérieure et latérale de la capsule articulaire de l'atalocrurale peut présenter deux types d'innervation. Dans la plupart des cas, environ 80%, cette capsule articulaire elle est innervée par le nerf fibulaire superficiel, qui est à la fois sensitif, donc forcément pour la capsule, mais qui est aussi moteur du court et du long fibulaire. Par contre, dans 20% des cas, cette capsule articulaire elle est innervée par le nerf sural, qui est purement sensitif. Ce qui fait dire à certains auteurs, et la logique c'est compréhensible, qu'en cas de mise en charge, en tout cas de contrainte sur la capsule articulaire, la boucle réflexe, alors elle est bien controversée, mais il n'empêche qu'elle existe. Cette boucle réflexe, il va y avoir un changement de câblage, puisqu'on va devoir passer du nerf sural, qui est sensitif, au nerf fibulaire superficiel, qui va être moteur, et qui va activer les courts et longs fibulaires, ce qui va encore une fois augmenter le délai. Alors Romain Terrier vous parlera probablement de temps de réaction péronéen. Ce temps de réaction péronéen peut être potentiellement augmenté, puisqu'on a un changement de câblage entre un nerf sural et ensuite un nerf fibulaire superficiel, dans 20% des cas, ce qui peut être une explication pourquoi il y a certaines personnes plus susceptibles que d'autres de se faire des entorses de cheville. Voilà pour la petite parenthèse. Donc j'ai fini la description anatomique pure.
On va maintenant essayer de mettre un petit peu tout ça en mouvement, on va reprendre les éléments qu'on a détaillés, puis on va essayer de comprendre comment ils s'articulent les uns avec les autres pour essayer de voir quel est le lien avec les possibles entorses de cheville. Alors, premièrement, l'anatomie de la fibula et l'organisation de la tibiofibulaire supérieure et inférieure permet, alors c'est des travaux qui datent, c'est Paul Lecoeur dans les années 30 qui a montré que la fibula était capable de se déplacer par rapport au tibia. Elle est notamment capable soit de se rapprocher, soit de s'éloigner, soit de faire des rotations médiales ou latérales. C'est controversé, en tout cas très controversé sur les amplitudes. Je vous ai mis à côté une publication de Michel Pilu qui date de 2016, qui reprend un petit peu les dernières connaissances sur ces rotations, on en reparlera tout à l'heure. Elle peut s'abaisser, on le sait bien, on l'a bien compris, et puis elle peut modifier sa longueur, puisqu'elle est courbe, donc il suffit de tirer sur la fibula pour la redresser, ce qui va donc augmenter sa longueur, et de fait l'abaisser un petit peu. Donc plus en détail, voilà ce qui se passe en cas d'extension active de cheville. On a un rapprochement de la fibula par rapport au tibia, une rotation, alors Paul Lecoeur l'avait décrit de 30 degrés, il semblerait que ce soit plutôt de l'ordre de 0,1 à 0,2 degrés, sans sens prédéterminé, visiblement plutôt en rotation latérale, un phénomène d'allongement et d'abaissement par redressement de la fibula, et puis une antériorisation logique en cas d'extension active de cheville. Pour comprendre tout ça, il suffit de regarder l'orientation d'une fibre ligamentaire, schématisée ici, du ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur, mais on a vu que tout le long de l'association tibia-fibula, l'orientation était la même. On imagine très bien que si on abaisse la fibula, la tension ligamentaire de la fibre va automatiquement rapprocher la fibula. Idem sur une rotation latérale, alors vous voyez que les valeurs ici sont à refaire, encore une fois je vous renvoie à la publication de Michel Pilu, avec des valeurs beaucoup plus faibles. Il se trouve que ces amplitudes, et en tout cas ces mouvements de la fibula, je l'ai dit, n'existent qu'en extension active de cheville. Pourquoi? C'est la faute, ou en tout cas grâce au long fléchisseur de l'hallux représenté ici, et au tibial postérieur représenté ici, sur un schéma de Kapandji, qui lors d'une extension active de cheville vont se contracter. Le fait d'être inséré sur la fibula, automatiquement on va avoir un rapprochement, une traction inférieure, donc ce qui va descendre la fibula, et on imagine une rotation latérale possible à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça n'existe qu'en extension active de cheville. Ce qui explique qu'en extension passive de cheville, et là je vous renvoie un des premiers diapos qu'on a vu tout à l'heure, en extension passive de cheville, le talus présente la partie la plus fine de son dôme, ce qui entraîne une instabilité dans la pince bimalléolaire. Les mécanismes qu'on vient de décrire n'existent pas, donc la fibula ne peut pas se rapprocher du tibia, donc la stabilisation n'est pas possible, et on a donc une zone à risque, en tout cas une situation à risque de cheville en extension, sans stabilisation de la fibula, et donc potentiellement à risque. C'est le cas d'un sportif qui réceptionne dans cette position-là, pas d'activation à ce niveau-là. C'est le cas chez les femmes sur une position en talon. Quand vous portez des talons, vous êtes en extension, mais cette extension, elle est passive, elle est uniquement liée à la forme et à la présence du talon. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation potentiellement à risque avec un maximum d'entorse de cheville qui se déroule à ce niveau-là et dans ces situations-là. Si on décrit ce qui se passe au cours de la flexion-extension de la talocrurale, il y a quelques points importants à noter. Il existe, et c'est le schéma représenté ici, il existe au cours d'une extension, alors c'est vrai en chaîne cinétique fermée, mais dans des valeurs qui sont moins importantes. En chaîne cinétique ouverte, on retrouve, en cas d'extension de cheville, une rotation médiale associée, et en cas de flexion de cheville, une rotation latérale associée du talus sous le tibia. Ces mouvements de rotation médiale et latérale ont été décrits il y a quelques temps par Inman, qui proposait un modèle avec un segment de cône avec un seul degré de liberté. Il semblerait que ce soit controversé, puisqu'en fait il semblerait que ce soit vraiment 2 degrés de liberté complètement distincts. Pour ceux qui s'intéressent à la biomécanique du genou, on a en fin d'extension du genou une rotation latérale automatique par des mécanismes complexes. Il se trouve que c'est plus ou moins la même chose qui se passe avec une notion de verrouillage en extension. On verra tout à l'heure comment ça se passe. C'est Tourné et Mabit dans leur bouquin assez complet sur la cheville, que je vous invite à
à lire, qui l'ont bien détaillé. Il faut imaginer une sorte de voiture qui se gare avec un mouvement de recul associé en même temps à un mouvement de pivot. Par exemple, il faut comprendre que le compartiment médial, le ligament collatéral médial, est plus tendu que le ligament collatéral latéral. Ce qui fait que quand vous faites une extension de la talocrurale, on a une mise en tension dans un premier temps du compartiment médial, ce qui va tracter le talus et le calcaneus en rotation médiale. Donc c'est vraiment une sorte de double mouvement. On n'est pas dans le modèle tout à fait d'Inman avec un seul degré de liberté, c'est 2 degrés de liberté qui se combinent. C'est important parce que du coup il y a un phénomène d'amortissement des contraintes, notamment en chaîne cinétique fermée. Quand vous réceptionnez en flexion-extension, il y a un amortissement de la contrainte qui se fait par ces rotations et qui va diminuer à nouveau, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les contraintes au niveau du tibia et donc potentiellement limiter les risques de fracture de fatigue potentielle au niveau du tibia. Voilà des éléments assez nouveaux qui sont intéressants de comprendre pour comprendre ce rôle d'amortissement en chaîne cinétique fermée. Et puis, si on s'intéresse aux mouvements qu'on a sur le pied et l'avant-pied, alors on décrit souvent des mouvements d'abduction, adduction, pronation, supination. Je vais passer très vite, parce qu'en fait, ces mouvements, c'est des mouvements qui n'existent pas à proprement parler, mais qui vont être systématiquement combinés. C'est très facile de décrire les structures comme ça, c'est plus simple, mais par contre, fonctionnellement, ça n'existe pas. Il se trouve que le pied, l'arrière-pied, notamment l'articulation entre le talus et le calcaneus, pivote autour du fameux axe de Encke. Ça fait quelques années qu'il a été décrit. Cet axe de Encke est schématisé en rouge ici. Il est orienté en haut, en avant et en dedans. Et on voit qu'il passe par le sinus du tarse, que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le rôle du sinus du tarse et l'intégrité du sinus du tarse expliquent, en tout cas conditionne la mécanique correcte de l'arrière-pied. Ce mouvement, cet axe de Encke va conditionner donc les mouvements d'inversion-inversion, vous connaissez bien. Sur ce schéma-là, je vous ai représenté l'axe de Encke en vert. Et j'ai représenté aussi l'orientation du ligament talofibulaire antérieur, en jaune ici, et vous voyez que dans tous les plans, ce ligament est perpendiculaire à l'axe de Encke. Donc il va détecter le plus vite possible les mouvements qu'on a autour de cet axe de Encke. En contrepartie, forcément, s'il y a un mouvement traumatique, avec des amplitudes importantes, c'est automatiquement lui qui va être mis en tension et potentiellement rompu, ce qui explique que plus de 90% des entorses de cheville, elles concernent ce ligament talofibulaire antérieur. À ce niveau-là, schématisé en jaune. Donc l'inversion et l'éversion, on va essayer de les détailler rapidement, c'est des choses qu'on connaît. L'éversion, c'est une association de flexion, de pronation et d'abduction. Les muscles moteurs, je vous ai dit, le seul vrai muscle éverseur, c'est le troisième fibulaire, qui est inconstant. Le court fibulaire, le long fibulaire, et puis accessoirement, l'extenseur commun des orteils, et le tibial antérieur. Le mouvement inverse, c'est l'inversion, avec une combinaison d'extension, de supination et d'adduction. Et les muscles moteurs, c'est très loin devant le triceps sural, puisqu'on le verra tout à l'heure, il est extenseur principal, associé au tibial postérieur et accessoirement le long fléchisseur de l'hallux et le long fléchisseur des orteils. On voit déjà un énorme déséquilibre entre le nombre et surtout la force des muscles inverseurs en comparaison des muscles éverseurs, on y reviendra tout à l'heure. Alors à quoi ça sert d'avoir une cheville qui bascule en inversion ou en éversion ? Il se trouve que pour ceux qui se déplacent en montagne, on voit très bien, par exemple ici, sur le grimpeur en haut à gauche, que le pied amont qui prend appui se place en éversion, et à l'inverse, le pied aval se situe en inversion pour venir se coller le plus possible à la paroi et agripper la prise. Quelqu'un qui est en marche en montagne, on voit très bien le pied aval, donc en l'occurrence son pied droit, en inversion, son pied amont colle à la paroi, à la montagne, en éversion, idem sur quelqu'un qui se déplace le long d'une montagne ici, et on ne voit pas très bien ses pieds sur le bonhomme en bas à gauche, mais idem, le pied amont est en éversion, le pied aval est en inversion. Pour ceux qui ont l'habitude de marcher en montagne, c'est des choses qu'on sent très bien quand on marche. Le pied se place le plus possible collé au relief du sol pour venir pouvoir se déplacer. Si on se déplace en chaussures de ski, on perd cette capacité de mobilité inversion-éversion, on est dans un bloc, et c'est très compliqué de marcher en dévers avec des chaussures de ski, tout simplement parce qu'on ne peut pas se coller le pied au relief du sol. Donc cette capacité d'inversion-éversion, c'est tout simplement pour pouvoir se déplacer dans des structures un petit peu en pente. On a donc, et si je reviens sur ce que je vous ai expliqué au départ, une problématique entre le pied qui est horizontal
et le segment osseux, on va dire tibia-fibula, qui est vertical. On a donc un modèle de cardan, c'est ce qu'on dérive de la mécanique. Avec les premiers qui l'ont décrit, c'est Klein. Eux étaient partis sur un cardan homocinétique, ce qui est faux, puisque en fait les deux axes ne sont pas orthogonaux. L'axe de la talocrurale et l'axe de Henke ne sont pas orthogonaux. Mais on comprend bien ce qui se passe. Dufour l'avait schématisé comme ça aussi. On est sur quelque chose d'assez cohérent avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, une flexion associée à une rotation. Et ce qui s'adapte peut-être le plus à la réalité, c'est le modèle de Kapandji avec en rouge l'axe de flexion-extension de la talocrurale, qui est oblique, et puis en bleu l'axe de Henke, avec ce modèle de cardan hétérocinétique qui va donc nous créer des amplitudes préférentielles, des mouvements préférentiels. Quand vous faites une flexion de cheville, il est difficile de faire une flexion associée par exemple à une pronation. À l'inverse, il est difficile de faire une extension associée à une supination, tout simplement parce que la mécanique articulaire, l'empilement des systèmes articulaires et des axes articulaires crée des domaines d'amplitude préférentielle qui sont l'inversion et l'éversion. Et puis on va terminer par la mécanique de la soutalienne, donc le calcaneus qu'on a déjà décrit comme étant un os qui va se déplacer un petit peu comme un bateau dans des vagues. Il faut imaginer le talus au-dessus, et le calcaneus va être capable de bouger dans les trois plans de l'espace, dans le plan frontal avec des mouvements d'adduction, on le voit ici au cours de l'inversion, une inversion active j'entends, alors je vous ai mis un modèle d'entorse de cheville à côté, c'est la même chose mais dans des amplitudes plus importantes. En inversion de cheville, le calcaneus pivote médialement, ce qui correspond à une adduction de l'ordre de 5 degrés, plus en cas d'inversion forcée d'entorse de cheville. Un mouvement de supination, alors pour un pied droit, c'est un mouvement de type anti-horaire, cette supination peut être de l'ordre de 20 degrés, et puis un mouvement d'extension de l'ordre de 10 degrés. Donc on a à la fois un fonctionnement de la talocrurale et à la fois une mécanique de la soutalienne avec un pivotement dans les trois dimensions du calcaneus, qui est encore une fois difficile à visualiser, et ce modèle de bateau là est peut-être le plus simple, même s'il n'est pas complet, mais le plus simple à imaginer. Et si on met en lien cette soutalienne avec l'articulation de Chopard, on voit très bien qu'au cours d'une inversion, on a un affaissement de l'arche latérale avec une bascule du cuboïde, une élévation, un creusement de l'arche médiale avec un redressement du naviculaire. Donc encore une fois, on comprend bien la synergie articulaire entre l'articulation Chopard et la partie antérieure de la talocalcanéenne qui se fait dans les trois plans de l'espace. Et cette bascule de l'articulation transverse du tarse ou de Chopard se fait autour du ligament bifurqué, ligament Y de Chopard que je n'ai pas détaillé, qui est fonctionnellement très important parce que c'est autour de ce ligament que se passe cette mécanique de l'avant-pied, en tout cas du médio-pied, avec potentiellement des lésions du ligament Y que vous avez représenté ici en 11 et en 12. Donc c'est vraiment une association des structures articulaires qui est complexe, hein, j'en ai parlé, et c'est vraiment en prenant articulation par articulation et en mettant une synergie globale qu'on comprend ce qui se passe. Et je vais terminer avec un déséquilibre qui a été bien mis en évidence par le cadran d'ombre d'âne, que vous connaissez tous, je pense, qui a été modifié par Kapandji. Là, on est sur une vue supérieure d'un pied droit. En U', en rouge ici, vous avez donc l'axe de Henke. Tout ce qui est situé en avant et latéralement par rapport à cet axe U', donc ce sont les tendons du long extenseur des orteils, du troisième fibulaire inconstant, du court et du long fibulaire. Ces 4 tendons ici, ou muscles, sont éverseurs. Si on se place en arrière et en arrière et médialement par rapport à cet axe U', axe de Henke, on retrouve un ensemble de muscles importants, principalement le triceps sural, mais on a le tibial postérieur, le tibial antérieur et le long extenseur de l'hallux, qui eux sont des muscles inverseurs. On a donc un déséquilibre énorme, puisque le triceps sural est par exemple 14 fois plus important, enfin génère 14 fois plus de force que l'ensemble des autres muscles extenseurs. Donc de très loin, on a un déséquilibre en faveur des muscles inverseurs. On le voit ici, le rôle du triceps sural qui s'insère sur le calcaneus. On a compris la mécanique de la soutalienne avec une bascule automatique dans les mouvements qu'on a décrits, à savoir adduction, supination et extension. Donc un moment inverseur qui est très très important en comparaison du mouvement éverseur. Ce qui est potentiellement une raison pour laquelle on a autant d'entorses de cheville avec un déséquilibre aussi important. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on a ce déséquilibre.
Eh bien, la réponse, elle vient peut-être de nos ancêtres, communs en tout cas, avec un déplacement qui était arboricole, et pour monter à l'arbre, ou en tout cas pour monter à la corne, vous l'avez tous fait, on est obligé de placer nos deux chevilles en inversion, de générer un maximum de force pour stabiliser notre appui et pouvoir se tracter, se hisser vers le haut. Quand on monte à la corde, on place nos deux chevilles en inversion, on vient verrouiller l'appui au niveau de la corde et ensuite on peut monter. Sauf que on se déplace plus énormément de cette manière-là, on a plutôt tendance à être revenu sur le plancher des vaches et on a pourtant gardé ce déséquilibre musculaire entre les inverseurs et les éverseurs, ce qui crée spontanément une inversion au niveau de la cheville, qui la place en situation d'instabilité, on a compris pourquoi tout à l'heure, instabilité en plus passive, on l'a vu tout à l'heure, ce qui conditionne forcément une situation à un risque, avec un nombre d'entorses de cheville qui est extrêmement important, de l'ordre de 6000 par jour en moyenne. Donc je vais juste conclure en mettant en avant le fait que ces connaissances anatomiques et biomécaniques, elles sont fondamentales pour comprendre un petit peu les notions de mobilité d'arrière-pied, de stabilité articulaire, d'instabilité potentielle. Que si on veut s'intéresser à la pathologie de l'entorse de cheville, il faut comprendre les structures qui peuvent être touchées. Pour ça, il faut comprendre les mécanismes lésionnels. Ça, on en parlera dans un prochain webinaire. Et qu'une fois qu'on a mis un petit peu tout en place, on peut imaginer quelles structures vont être touchées. Et notamment en rééducation, comment on va pouvoir essayer de remettre tout ça en musique. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, Benjamin l'a dit tout à l'heure, à la Société française des kinés du sport, on organise pas mal de formations sur la traumatologie du sport, donc je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Et puis, on se revoit très vite et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc voilà, comme vient de le dire Brice, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On peut passer quelques instants pour répondre sans problème. Donc n'hésitez pas, quand vous les tapez, on va les voir arriver. En attendant, si éventuellement vous avez des questions, comme Brice l'a un peu teasé, comme on dit, il y aura prochainement la suite qui sera la prise en charge des entorses de cheville sur le terrain. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par tous ces webinaires, vous pouvez vous inscrire toujours gratuitement comme vous l'avez fait sur les liens de l'Académie de la cheville. Écoutez, a priori il n'y a pas de questions, c'est que le Brice a été très bon sûrement. Donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être encore nombreux à avoir suivi ce webinaire. Et puis on vous dit à très bientôt. Écoute.